bonsoir de Kinshasa, cœur battant de notre résilience. Bienvenue à Inside News RDC. Ce soir, l'air de notre capitale vibre d'un mélange de soulagement prudent et de fierté continentale. Pendant que les rues de Dakar s'embrassent de joie, nos pensées se tournent vers le Sud Kivu, où le drapeau de la République flotte à nouveau sur Uvira. Cette édition est vitale pour chaque fils et fille de la nation. Nous naviguons entre les victoires diplomatiques et militaires fragiles, les promesses de milliards émiratis au Lualaba et les ombres d'une gérontocratie qui s'incruste chez nos voisins. Nous allons décortiquer le retour de l'autorité de l'État à Uvira, une libération qui s'écrit sous la surveillance de Washington et la menace persistante des rebelles. Nous irons ensuite à Kolwezi, où la diplomatie s'active dans le luxe d'un village de congrès, signant 16 accords dont la portée réelle mérite d'être examinée à la loupe de notre souveraineté. Enfin, nous porterons un regard frontal sur l'Ouganda, où le temps s'est figé sous un 7e mandat de Yoweri Museveni, avant de vibrer pour le sacre héroïque du Sénégal à la CAN 2025. Déchirons ensemble le voile des discours lissés pour toucher la rugueuse réalité de notre pays. Plongeons dans le vif des faits, là où le pouvoir rechigne souvent à nous emmener. Le dimanche 18 janvier 2026, à l'heure où les cloches des églises appelaient à la prière, les colonnes des FARDC et les forces Wazalendo ont fait leur entrée dans Uvira. Les bruits des bottes loyalistes ont remplacé le silence oppressant imposé par la coalition M23 AFC et l'armée rwandaise. Selon le capitaine Sylvain Bijanou, porte-parole de la 33e région militaire, l'ennemi s'est replié après avoir méthodiquement pillé les bureaux de l'État et les résidences privées. Ce retrait ne s'est pas produit dans un vide politique. Il s'inscrit dans le cadre de l'accord de Washington, fruit d'une médiation américaine qui tente d'imposer un calendrier de désengagement dans cette zone volcanique du Sud Kivu. Cependant, la victoire officielle peine à masquer les craquements d'un terrain miné. Si le capitaine Bijanou vante une collaboration étroite entre civils et militaires, les alertes provenant de la mutuelle Banyamulenge peignent un tableau plus sinistre. Depuis les États-Unis, Émile Mouizi et Justin Rurorimbere dénoncent une manœuvre de Kigali visant une déportation organisée. Ils décrivent une scène glaçante à l'église méthodiste Nyamuyanda d'Uvira, où des émissaires rwandais auraient lancé un ultimatum à la communauté Banyamulenge. Partir avant dimanche 10h, sous peine d'extermination par les Wazalendo. Cette stratégie de la peur vise, selon nos sources, à fabriquer des images de détresse pour manipuler l'opinion internationale et accréditer la thèse d'un génocide imminent. Sur le plan stratégique, l'incertitude demeure totale. Le retrait n'est que partiel. Les troupes de l'AFC M23 ont simplement déplacé leur quartier général à Kabonambo, à moins d'1 kilomètre du centre-ville, et maintiennent une présence massive à Luvungi, Bouéguérin et Sangwe. Corneille Nangaa, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, justifie ce maintien par la prétendue menace de l'armée burundaise et des FDLR. Les habitants d'Uvira, témoins de tant de promesses non tenues, restent sur le qui-vive. Ils voient les rebelles camper sur les collines, observant la ville comme des prédateurs en attente. L'impact sur le quotidien est immédiat. Les commerçants de la plaine de la Ruzizi hésitent à rouvrir leurs boutiques et les parents attendent des garanties avant de renvoyer les enfants sur les bancs de l'école. Les pillages ont laissé les services de l'État exsangues. La médiation américaine, si elle a obtenu ce mouvement, n'a prévu aucun mécanisme de surveillance pour cette phase de transition. Comment garantir qu'Uvira ne retombera pas dès que les caméras internationales se détourneront? La paix exige plus qu'un retrait tactique. Elle nécessite une occupation territoriale dense et permanente de nos forces de défense. Si la sécurité se gagne sur le terrain, notre souveraineté se construit aussi par nos partenariats économiques. Dans la chaleur étouffante de Kolwezi, la province du Lualaba s'est transformée, ce samedi 17 janvier, en un laboratoire de la diplomatie économique. La gouverneure Marie-Thérèse Massouka-Seyni a déployé le tapis rouge pour une délégation de haut rang des Émirats arabes unis,
menée par le ministre du Commerce extérieur, le Dr Thani bin Hamed Al-Zayoudi. Dans le cadre somptueux du village de Condré, 16 protocoles d'accord ont été paraphés. Ces documents concernent des secteurs vitaux, mines, agriculture, santé et infrastructures. Mais l'enquête nous impose de souligner un détail crucial. Il s'agit d'accords de collaboration non contraignants, des mémorandums d'entente qui, pour l'instant, pèsent plus lourd sur le papier que dans les caisses de l'État. L'intérêt d'Abu Dhabi pour notre terre est limpide. Dans la course mondiale aux technologies vertes, le cobalt et le cuivre du Lualaba sont les nouveaux gisements de puissance. Les investisseurs ont visité Kamoa Copper, un monstre industriel dont les 2 concentrateurs broient 9 millions de tonnes de minerais par an. Voir ces installations de pointe capables de produire 1500 tonnes de cuivre par jour suffit à comprendre pourquoi les Émirats souhaitent se positionner. La gouverneure Masuka Saini salue la vision éclairée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui ouvre le pays à des partenariats dits gagnant-gagnant. Pourtant, le sol du Lualaba tremble sous d'autres réalités. À Mutaka 2, sur le territoire de Lubudi, 300 agriculteurs crient à la spoliation. Ils accusent l'entreprise chinoise Deerton Corporation de détruire leurs champs de maïs et de manioc sans la moindre indemnisation. Dominique Munongo, élu local, dénonce des méthodes de délocalisation forcée sous la menace d'agents de sécurité. Ce contraste est brutal. D'un côté, des ministres en costume discutent d'autoroutes de 434 km reliant Sanquin à Dilolo vers le corridor de Lobito. De l'autre, des paysans voient leur gagne-pain écrasé par des chenilles d'acier. L'impact pour nos frères lualabais ne se mesurera pas au nombre de signatures, mais à la protection effective de leurs terres. Si les infrastructures promises, comme la route Kolwezi-Solwezi, doivent désenclaver la province, elles ne doivent pas servir de voie rapide pour l'évacuation de nos richesses au détriment des droits humains. La protection des terres paysannes face à l'appétit des géants miniers est le véritable test de justice sociale pour le gouvernement provincial. Cette vitalité économique, avec ses zones d'ombre, offre un démenti flagrant au modèle de gouvernance figé que nous observons chez certains de nos voisins. Le samedi 17 janvier, la commission électorale ougandaise a scellé le destin de nos voisins pour les 5 prochaines années. Yoweri Museveni, 81 ans, au pouvoir depuis 1986, a été proclamé vainqueur pour un 7e mandat avec 71,65% des voix. Pendant que les officiels de Kampala célèbrent ce score, le pays s'est réveillé dans une atmosphère de plomb. Ce scrutin, marqué par une coupure brutale d'Internet et un déploiement sécuritaire qui étouffait chaque carrefour, illustre le naufrage démocratique d'une certaine Afrique. La longévité de Museveni n'est pas une exception dans notre région. Elle est une pathologie. De Brazzaville à Yaoundé, les régimes se pérennisent en verrouillant les institutions. En Ouganda, Robert Kyagulanyi, le célèbre Bobi Wine, rejette des résultats qu'il qualifie de mascarade. Mais au-delà de la polémique électorale, quel est le bilan de 4 décennies de règne? Des infrastructures souvent à l'agonie et une jeunesse qui, faute de perspective, voit ses rêves se briser contre le mur d'un pouvoir qui refuse de vieillir. La stagnation ougandaise a un coût direct pour nous, Congolais. Un régime qui se maintient par la force a souvent besoin de créer de l'instabilité chez ses voisins pour justifier sa propre existence sécuritaire. Le manque de renouvellement des élites agit comme un poison lent. En 40 ans, l'Ouganda de Museveni est demeuré un acteur ambigu, parfois complice du pillage de nos ressources à l'Est. Quand le sommet de l'État se confond avec la survie d'un seul homme, l'innovation s'arrête et la corruption s'institutionnalise. L'impact sur nos concitoyens est tangible. L'instabilité chez nos voisins alimente les réseaux de contrebande et empêche une intégration régionale saine. La stabilité invoquée par Museveni ressemble davantage à l'immobilité d'un cimetière politique qu'à la sérénité d'une nation en deuil. À quand un véritable printemps des élites sur notre continent? L'histoire nous enseigne que les systèmes les plus rigides sont aussi les plus fragiles. La jeunesse africaine, qui représente 70% de notre population, ne peut plus se contenter de dirigeants qui ont connu la décolonisation
mais ignore tous des défis du numérique et de la modernité. Pendant que les urnes se figent à l'Est, c'est sur le terrain sportif que l'Afrique a montré son visage le plus dynamique, entre génie technique et volonté de vaincre. Le Sénégal trône à nouveau sur le toit de l'Afrique après une finale qui a tenu le continent en haleine pendant presque 3 heures. Ce dimanche, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, les Lions de la Teranga ont battu le Maroc 1-0 en prolongation grâce à un coup de canon de Pape Gueye à la 94e minute. Mais ce succès sportif cache une réalité organisationnelle que l'on pourrait qualifier de malsaine. Dès son arrivée, la délégation sénégalaise avait été livrée à elle-même, sans sécurité, dans une cohue indigne à la gare de Rabat, et s'était vu refuser l'accès au complexe Mohamed VI pour s'entraîner. Le point de rupture a été atteint à la 95e minute du temps réglementaire. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndalan Gambo a accordé un pénalty au Maroc après avoir annulé 2 minutes plus tôt un but sénégalais tout à fait valable. La tension a explosé. Les joueurs sénégalais, portés par un sentiment de révolte, ont quitté la pelouse. Le match est resté suspendu pendant 20 minutes d'une attente insoutenable. Dans les tribunes de presse, les journalistes des deux camps en sont venus aux mains. Il a fallu toute la sagesse de Sadio Mané pour ramener ses frères sur le terrain. Mais la justice s'est exercée d'elle-même. Brahim Diaz, la star du Real Madrid, a tenté une panenka arrogante qu'Edouard Mendy a captée avec un calme olympien. La victoire sénégalaise est celle du caractère face à l'adversité. Walid Regragui, le sélectionneur marocain, a reconnu après coup une déception profonde, pointant l'image déplorable donnée par ce chaos. Le Sénégal remporte sa 2e étoile, confirmant sa stature de puissance mondiale du football. À Dakar, le président Bassirou Diomaye Faye a décrété ce lundi journée chômée et payée, saluant la pugnacité extraordinaire d'une équipe qui n'a pas seulement battu 11 joueurs, mais a triomphé d'un environnement hostile. Cette finale pose une question cruciale pour l'avenir du football africain. Comment la CAF est-elle censée garantir l'équité quand les pressions des pays hôtes deviennent aussi étouffantes? L'arbitrage de Ndalan Gambo sera scruté, mais c'est toute la gouvernance du sport continental qui sort égratignée de cette édition marocaine. Mais au-delà des stades, la vie de notre nation continue avec ses défis quotidiens et ses enjeux de gouvernance. Le secteur minier congolais respire. Pour la période du 19 au 24 janvier, les prix s'envolent sur le marché international. L'étain franchit la barre des 46 680 $ la tonne, tandis que le cuivre se négocie au-delà des 13 179 $. Le cobalt et l'or suivent cette courbe ascendante. Cet embellie est en mesure d'offrir une bouffée d'oxygène à notre budget national. Cependant, nous devons nous demander si cette richesse se traduit par des assiettes plus remplies dans nos foyers. Sans une transformation locale de nos minerais, nous resterons les spectateurs impuissants d'une prospérité qui se décide à Londres ou Shanghai. L'image de notre justice est une nouvelle fois mise à rude épreuve. Le ministre Guillaume Gueffa a ordonné des poursuites contre des conseillers du cabinet des finances. Des avocats de la République les accusent d'exiger des rétrocommissions allant de 10 à 50% sur leurs honoraires. Cette affaire de corruption présumée au cœur de la chaîne de la dépense est un signal désastreux pour les investisseurs. Parallèlement, le départ en exil de Seth Kikuni, qui dénonce des poursuites politiques, assombrit le climat public. La justice doit être un bouclier pour le citoyen, pas un instrument de règlement de comptes. Enfin, sur le front de la société et des télécoms, le mouvement Filimbi dénonce une dégradation inacceptable des services dans la Chopo. Dans le Grand Nord, Internet est une chimère. Les appels coupent sans cesse et les transactions de mobile money sont un parcours de combattants. Pour les étudiants de Kisangani ou les commerçants de Buta, ce n'est pas qu'un problème technique. C'est un frein à leur droit fondamental au développement. Les opérateurs encaissent, mais le réseau, lui, s'évapore. Est-il normal que dans une nation solution, la communication de base soit un luxe? Notre regard se tourne maintenant vers l'extérieur.
là où se joue une partie de notre avenir. À Davos, en Suisse, Félix Tshisekedi défend la stratégie du pays solution devant le Gotha de l'économie mondiale. Il rappelle que la transition énergétique globale est impossible sans nos forêts et nos minerais critiques. Cette diplomatie de haut vol vise à obtenir une place de choix au Conseil de sécurité de l'ONU, mais elle se heurte à notre instabilité intérieure. Plus loin, au Moyen-Orient, le déploiement de l'USS Abraham Lincoln face à l'Iran fait craindre une escalade. Pour nous, l'impact est direct. Chaque tension dans le Golfe Persique fait grimper le prix du baril, ce qui se traduira demain par une hausse des prix à la pompe à Kinshasa et une augmentation immédiate du coût du transport pour nos compatriotes. Pendant que nous réclamons une force neutre à Uvira pour stabiliser notre frontière, l'Irak annonce le retrait complet des forces de la coalition menée par les États-Unis. Là-bas, les bases militaires repassent sous contrôle national souverain. Le grand écart est flagrant. Nous luttons encore pour que nos propres forces occupent chaque mètre carré de notre territoire sans l'ombre d'une tutelle étrangère ou rebelle. Terminons ce premier journal de la semaine avec quelques brèves d'informations, car chaque information, aussi brève soit-elle, est une pièce du puzzle national. Dans la province de Lomami, le programme BDL-EP 145T est à l'arrêt total à Lubao. La société civile dénonce l'abandon des chantiers où les structures inachevées d'écoles et de centres de santé disparaissent sous la brousse. Ce sentiment d'abandon renforce la méfiance des populations rurales envers les promesses de l'État. Le front anti-dialogue durcit le ton, exigeant la reconnaissance explicite de l'agression étrangère comme préalable à toute discussion. En Linafoot, le TP Mazembe a dicté sa loi contre Saint-Luc de Kananga avec un 3-0 sans appel, grâce à des buts de Niembo, Bongeli et Mwangolo. À Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo a activé le mode rouleau compresseur en écrasant Sangwa Balandé 4-0. De son côté, le FC Les Aigles du Congo conforte sa place de leader du groupe B en s'imposant à Kindu face à Maniema Union, marquant les esprits avant les joutes continentales. Cette édition spéciale nous laisse face à une nation qui se bat sur tous les fronts. De la libération précaire d'Uvira aux signatures prestigieuses du Lualaba, nous voyons un pays qui tente de s'affirmer malgré les pesanteurs internes et les menaces régionales. La victoire du Sénégal nous enseigne que la persévérance peut briser les injustices, tandis que le cas ougandais nous rappelle que le pouvoir sans fin mène inévitablement à l'immobilisme. Nous avons scruté la hausse de nos minerais et les failles de notre système judiciaire, car la souveraineté commence par la vérité. Uvira libérée, Masuka aux Émirats, le sacre des lions et la stratégie de Davos sont les piliers de notre actualité ce soir. Pour clore cette édition, je vous propose cette réflexion. La vérité est comme l'eau, elle finit toujours par trouver son chemin. Qu'il s'agisse des décisions d'un arbitre sur un terrain de football ou des manœuvres diplomatiques dans l'Est, la réalité finit toujours par percer les discours officiels. Aujourd'hui, nous avons mis en ligne un dossier qui a son importance et a pour titre « Dédollarisation en RDC, souveraineté ou illusion ». Je vous invite à visionner ce dossier d'analyse qui revient sur les enjeux économiques et stratégiques de la dépendance monétaire qui est une épée de Damoclès au-dessus de notre avenir. Que la paix de Dieu garde notre nation et que sa force accompagne nos soldats au front. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine édition. C'était Élodie. Prenez soin de vous et de notre beau Congo.